faut continuer à durcir les sanctions. Il faut assurer l'indépendance énergétique de l'Europe. Il faut avancer sur l'Europe de la défense. Et enfin, il faut mettre en place un plan européen pour protéger les populations contre les effets collatéraux de cette guerre. Mais à court terme, vous dites qu'il faut durcir les sanctions, mais en même temps, vous dites pas d'embargo sur le gaz et le pétrole russe. Alors, ça veut dire quoi, durcir les sanctions dans ce cas-là? Alors, c'est vrai, vous avez raison, il n'y a pas de consensus. Et moi, j'ai rencontré un certain nombre de grands dirigeants européens le 10 mars. Il n'y a pas de consensus pour cet embargo. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre d'États sont totalement dépendants aujourd'hui du gaz et du pétrole russe. Comment on durcit les sanctions? Mais on peut durcir les sanctions néanmoins. On peut les durcir dans au moins 2 ou 3 domaines. D'abord, en enlevant de SWIFT, ce système de transactions internationales, l'ensemble des banques russes, y compris celles qui financent les exportations de pétrole et de gaz. Oui, mais l'Allemagne ne le veut pas. Madame Pécresse, là, vous dites... C'est vrai, mais on peut le proposer et on peut avancer sur ce sujet. Le deuxième sujet, c'est de s'attaquer non pas seulement aux oligarques, mais à leurs ayants droit. Parce que vous savez que les oligarques ont des prête-noms. Ils s'attaquent aussi aux épouses, aux enfants, etc. Oui, mais il faut aller aussi démonter et mettre toutes les forces de nos services de fisc et Tracfin pour traquer les faux noms, les SCI, les sociétés écrans, etc. Ils sont à fond, etc. là, le Tracfin, je peux vous dire. Écoutez, ils travaillent d'arrache-pied jour et nuit là-dessus. Il faut continuer là-dessus, c'est très important. Et puis, le troisième type de sanctions qui peut être prise, c'est celles qui ont été décidées au G7. C'est celles qui permettent d'arrêter les financements russes internationaux. Et ça encore, ça n'est pas fait. Mais je voudrais juste revenir sur quelque chose. Vous faites une panoplie de sanctions avec un effet boomerang très important sur l'Europe. Est-ce que vous dites ce matin, quoi qu'il nous en coûte, il faut aller plus loin? Avant les effets boomerang, moi, il y a quelque chose qui m'a saisi, parce que lors de ce sommet du Parti populaire européen, nous avons eu un certain nombre de témoignages. Et le témoignage extrêmement poignant d'Ukrainiens, de responsables politiques ukrainiens qui sont aujourd'hui en Ukraine et qui subissent les bombardements et l'assaut de Kiev. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit les armes promises par l'Union européenne ne sont toujours pas arrivées. Donc on sent qu'il y a un décalage entre les décisions qui sont annoncées au sommet, au plus haut sommet, et puis la réalité de terrain que vivent les Ukrainiens. Ça veut dire quoi un décalage? C'est-à-dire il faut que ces armes, il faut que ces capacités défensives que les Ukrainiens attendent, elles soient livrées. Le décalage, c'est-à-dire qu'il y a des annonces qui sont faites, selon vous, au sommet européen à Versailles, qui ne correspondent pas à la réalité du terrain. Mais avant le sommet européen de Versailles, vous savez, ça fait des semaines que l'Europe a dit qu'elle allait fournir des armes qui sont apportées par l'ensemble des pays européens. Elles ne sont toujours pas arrivées. En tout cas, les Ukrainiens ne les ont pas reçues. Et au sommet de Versailles, on a décidé de doubler le nombre d'armes qui allaient être données, mais elles ne sont pas encore arrivées. Donc il y a un problème d'efficacité. Et sur l'aide humanitaire, en revanche, je pense que l'aide humanitaire doit être sans faille pour les réfugiés ukrainiens. Et là encore, j'ai du mal à comprendre que certains dirigeants politiques refusent l'accueil de ces réfugiés sur le sol européen. Alors, vous avez évoqué votre inquiétude de par les frappes à la frontière polonaise. Est-ce que vous redoutez, comme d'autres, une montée aux extrêmes, ou est-ce que pour vous, on demeure dans le bluff de Poutine, c'est-à-dire qu'il n'osera pas la montée aux extrêmes? Écoutez, nul ne connaît aujourd'hui la psychologie de Vladimir Poutine. Ce que je ressens, c'est que Vladimir Poutine est un immense manipulateur. Et on le voit dans sa façon d'instrumentaliser ses dialogues avec les grands dirigeants, avec Emmanuel Macron, avec Olaf Scholz. Sa manière d'instrumentaliser aussi les médiations. Vous savez que le Premier ministre israélien s'est rendu à Moscou. Néanmoins, il y a eu des négociations en Turquie. Oui, elles sont évidemment nécessaires, car la solution sera nécessairement diplomatique. Mais on sent bien qu'on a un Vladimir Poutine qui instrumentalise ces moments de médiation pour en réalité justifier le durcissement de cette guerre. Donc on a un Vladimir Poutine qui, à ce stade, paraît inarrêtable. Moi, ce que j'ai reproché à Emmanuel Macron, c'est finalement d'avoir été trop tardif dans sa prise de conscience de la dangerosité de Vladimir Poutine.